Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, Forcément, moi je suis très content d'être là parce que il me semble que je suis un peu à l'origine de la venue de Nicole. Et grâce à Jean-Marc qui est là. Et en deux mots, je voudrais déjà expliquer la genèse de l'histoire. Nicole, je crois que vous n'êtes pas au courant en fait à la base. C'est parti d'un truc très simple. L'année dernière, au Festival d'Angoulême, Madame Clavelou a eu une récompense. Un prix posthume. Un prix, et en fait, j'ai appris qu'il y avait une expo qui existait. Moi, ça fait des années que je ne vais plus à Angoulême en tant que libraire, pour des tas de raisons que je ne veux pas expliquer ici. C'est une grosse machine, Angoulême, hein, maintenant. C'est devenu une espèce d'usine, etc. Et par contre, l'expo m'intéressait. Donc, je suis parti dans l'idée de prendre contact avec votre éditeur, celui qui... Cornelius, bien sûr. Donc j'ai appelé et puis on m'a donné le contact de Jean-Marc. Et déjà, quand j'ai entendu le nom de Longeon, je me suis dit, il est du coin. Longeon, il est ligérien. Peut-être pas stéphanois, mais ligérien. Et en fait, j'ai appelé Jean-Marc. Tu te souviens de l'appel, Jean-Marc? Et je crois que le courant est plutôt bien passé tout de suite. Hein. Tout à fait. Ouais. Et tu m'as dit, mais de toute façon, j'ai de la famille dans le coin, du côté de Montbrison, si je ne me trompe pas. Et donc, quand je viendrai voir ma famille, je passerai te voir. Tu es venu assez vite, d'ailleurs. Je me souviens que tu es venu assez vite. Et donc, j'ai rencontré Jean-Marc, on a discuté. Et moi, à la base, c'était de voir cette expo. Tu m'as montré des images, tu m'as montré des choses. Tu m'as même envoyé un lien. J'ai pu voir l'expo d'Angoulême. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne la ferait pas à Saint-Étienne? Et je trouvais ça très logique, en fait, parce que je me disais que ça serait bien que Nicole Clavelou fasse un retour sur ses terres, qu'elle revienne. Moi, en tant que libraire, j'ai toujours eu envie d'avoir, que ce soit à ma librairie ou sur le stand de la Fête du Livre, les personnes qui ont contribué à donner de l'importance à la bande dessinée en particulier. Donc j'ai eu la chance de croiser Chantal Montelier, j'ai eu la chance de croiser Florence Estac, Anne Gotzinger. J'ai failli rencontrer Bretéché, malheureusement à l'époque, elle avait déjà quelques soucis de santé. Et avec Jean-Marc, comme le courant est très bien passé, je me suis dit, partons dans cette idée de faire l'expo. Mais assez vite, on s'est dit qu'on pouvait l'inclure dans la Fête du Livre et que ça serait l'occasion que peut-être Madame Clavelou soit présente ici. Et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois avec Jean-Marc, hein, on a été voir des lieux, etc., la Serre des Beaux-Arts, etc. Et puis après, moi, j'ai donné, entre guillemets, le bébé à la ville de Saint-Étienne en me disant que ça serait l'occasion de rencontrer Nicole. Et voilà, chose faite. Moi, je suis très content qu'on se rencontre. On se connaissait pas. Moi aussi. En fait, on a fait un échange de mails et puis ça s'est arrêté là, je crois. Et alors moi, je voulais en fait... parler de la relation que j'ai avec Nicole Clavelou à travers mes souvenirs à moi. Ça a commencé en fait en 1976, c'était il y a quelques années donc, parce que j'étais déjà un gros lecteur de bande dessinée et j'allais en kiosque, en fait du moins chez mon marchand de journaux, acheter un mensuel qui s'appelait Métal Hurlant. Et dans le numéro 9, alors j'ai amené spécialement ma reliure, où il y a les 15 premiers numéros là, et le numéro 9, il est là. Et dans le numéro 9, qui est d'octobre 1976, alors je vous le ferai passer si vous voulez, si ça vous intéresse. Il y a évidemment déjà les grands classiques de métal, c'est-à-dire des gens comme Druillet, des gens comme Moebius, mais il y a une certaine Nicole Clavelou qui arrive. Et c'est pour La Main Verte. Et donc, moi, à l'époque, je lis ça et je me dis, mais déjà, il y a de la couleur. Je me dis, mais c'est incroyable. C'est qui? Donc, je ne sais pas que Nicole Clavelou, elle est née à Saint-Étienne. Et je découvre, en fait, quelqu'un que je ne connais pas. Et je trouve ça assez incroyable. Et au dos de ce numéro, de ce mensuel, il y a la publicité du premier numéro de Anana. Donc, j'ai acheté les 9 numéros de Anana. Et pour l'occasion, je me suis dit, comme Madame Clavelou venait à Saint-Étienne, il y a 48 heures, j'ai appelé Jean-Pierre Dionnet.
donc le rédacteur en chef de Métal Hurlant, et je lui ai demandé ce qu'il pensait de Nicole Clavelou. Comment ça s'était passé. Et moi, ce que j'aimerais, parce que je ne veux pas toujours parler, Nicole, comment on peut passer de Okapi à Métal Hurlant? Ah ben, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, c'est-à-dire que ça n'a pas commencé avec Métal Hurlant pour continuer avec Anana. C'est l'inverse. Jean-Pierre Dionnet, moi j'ignorais et l'existence de Métal Hurlant et l'existence de Jean-Pierre Dionnet, mais il m'a téléphoné parce qu'il recrutait des femmes qui dessinent pour Anana. Et j'ai commencé à faire une bande dessinée pour Anana en noir et blanc qui s'appelait L'histoire de Blondasse, qui était une parodie de l'histoire de Blondine, qui est une histoire de la comtesse de Ségur, que j'avais déjà illustrée pour les éditions Quist. Ça s'appelait La forêt des lilas. Et j'ai repris ça. Donc j'ai commencé par Anana. Et au bout de ce numéro, ou peut-être de deux, Jean-Pierre Dionnet m'a demandé une bande dessinée pour Métal Hurlant. Et la bande dessinée, moi je connaissais quand même qu'Okapi, donc c'était vraiment minime. C'était de la bande dessinée rigolote pour les tout petits, enfin pour les tout petits, pour les petits. Et là, c'était des adultes. En plus, c'était plein d'aventures, de science-fiction avec des aventuriers de l'espace. Je ne savais pas trop quoi raconter. Anana, c'était pas difficile parce que c'était de la BD de femmes, donc on racontait n'importe quoi, tout ce qu'on voulait. Tout était accepté puisqu'il y avait quand même pas tellement de femmes qui dessinaient. Tandis que Métal Hurlant, c'était plus difficile. Alors je me suis tournée vers une amie, Editza, et je lui ai dit: est-ce que tu écrirais un scénario, n'importe quoi, ce que tu veux, mais quelque chose d'un peu fantastique, d'un peu étrange. D'abord parce que j'aime bien ce qui est étrange, et puis ensuite parce que Métal Hurlant, ils n'avaient pas que de la science-fiction musclée, ils avaient aussi des choses un peu inquiétantes. Donc elle m'a sorti une histoire. Le début, on a commencé par 8 pages dans Métal Hurlant, et elle a appelé ça, je ne sais plus, la main verte, je crois. Le premier chapitre s'appelle comme ça. Et j'ai trouvé l'histoire très bizarre. Cette amie raconte souvent des histoires à la fois humoristiques et assez étranges, pas du tout dans le style de Métal Hurlant. Et à ma grande surprise, Jean-Pierre Dionnet a bien aimé. Enfin, s'il n'avait pas aimé, il ne l'aurait pas imprimé, je pense. Voilà, et puis on a fait 4 ou 5 épisodes. Il y a eu un album, et après, il m'en a demandé une autre qui s'appelle Morte Saison, que j'ai recommencé avec la même amie. Alors cette fois, je lui avais dit, je voudrais quelque chose, une histoire policière. Donc elle est à 100 000 lieues des histoires policières. Mais enfin, elle m'a dit, oui, mais alors une histoire policière molle, on découvre rien. Donc c'était effectivement ce qui s'est passé. C'est une histoire molle. Les deux enquêtrices sont, c'est moi et elle, enfin, abominablement caricaturées. Mais c'est ça, une grande avec un grand manteau et des cheveux courts, et une petite avec 2 petites crottes, voilà. Et bon, ça a marché aussi. Il y a eu un album aussi. J'en suis pas revenu parce que j'ai pas fait une carrière dans la bande dessinée, moi. Si on exempte Grabotte, enfin bon, c'est de la bande dessinée aussi, Grabotte, et puis surtout ce qui est venu après à Okapi, Cactus Acide et Beurre Fondu, ça c'est mes chéris, ceux-là. Je les aime beaucoup. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Louis XIV, il y a eu une autre série à Okapi, Les Graves. Donc ça fait pas mal de bandes dessinées, mais que pour les petits, pas pour les grands. Et j'ai du reste beaucoup de mal à sortir de l'univers de petits. Parce que malgré tout, même quand je cherche à faire quelque chose de sérieux, c'est jamais vraiment sérieux. Ou bien ça parodie, ou c'est rigolo, ou alors je sens qu'on va me dire c'est pour les jeunes. Il n'y a pas moyen de faire. Et à un moment, Jean-Pierre Dionnet m'avait même proposé un scénario qu'il avait écrit, lui, des conquérants de l'espace. Et je lui ai dit, je ne peux pas, je ne sais pas faire. Je ne sais pas à qui il l'a donné, à un autre dessinateur. J'étais bien embêtée, mais voilà. Vous voulez que, Nicole, que je vous dise ce que m'a dit Dionnet à propos de ça? Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, le problème de Jean-Pierre, c'est que quand vous l'avez au téléphone ou vous l'avez en face de vous, ça peut durer des heures. C'est quelqu'un qui est extrêmement bavard parce que, comme vous le savez, c'est un homme de médias, c'est quelqu'un qui était scénariste, qui a fait de la télévision, etc.
Mais là, même avant, il était très bavard. et très gentil aussi, et très intelligent. Alors moi, je lui ai demandé comment ça s'était passé à l'époque, comment ils avaient fait pour vous contacter. Alors il m'a dit c'était très simple, moi j'étais très rive gauche, je connaissais beaucoup de gens qui avaient des numéros de téléphone, donc je leur ai demandé s'ils avaient le téléphone de Madame Claveloux. Donc il m'a dit je l'ai eu très facilement, et puis je l'ai rencontrée, et puis en fait, moi je connaissais un peu ce qu'elle avait fait dans Okapi, donc je lui ai dit mais quel est le lien avec Métal? Il me dit mais moi j'adorais son trait, je trouvais que vraiment c'était très différent de ce que j'avais vu par d'autres femmes, etc. Et puis il me dit c'est là que les ennuis ont commencé. Alors il m'a expliqué qu'à l'époque de Hanana, il avait été plusieurs fois devant le juge, parce qu'en fait, ça a été rapidement interdit, Hanana. Oui, au bout de quelques numéros. Le trimestriel. Bah oui, parce qu'ils abordaient des sujets qui voulaient absolument choquer, l'inceste, la pédophilie, enfin voilà. Et donc il m'a expliqué qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en 76, à cette époque-là, la bande dessinée, c'est un milieu très machiste. Hein, enfin, en tout cas, c'est fait par des hommes, souvent pour d'autres hommes. Oui, mais ça continue encore pas mal. C'est vrai. Mais c'est pas, moi, ça me gêne pas. Hein. C'est vrai. Enfin, il y a quand même, on voit de plus en plus de femmes qui dessinent. Oui. Mais elles ne traitent pas des mêmes sujets. Ouais, c'est vrai. Et donc, je lui demandais, mais comment tu la trouvais, comment tu la percevais? Ah, mais c'était quelqu'un d'extrêmement gentil avec Ça, là, je les voyais toutes les deux. En fait, elles étaient très discrètes. Et à côté de ça, moi, j'avais à la fois des gueulards, des rigolards, c'est-à-dire c'était Moebius, qui était toujours en train de la ramener, qui était jamais content, etc. Il me dit, Nicole, elle venait, les planches étaient prêtes, il n'y avait plus qu'à les publier. Oui, mais c'était un peu ça. Je venais assez discrètement. Mais j'ai fait ça dans toutes les rédactions, c'était pas spécial Métal Hurlant. À Okapi aussi, enfin, je disais bonjour à tout le monde, mais à Okapi c'était facile, ils étaient tous réunis dans une grande salle, et je les connaissais depuis longtemps. Métal Hurlant, il y a des gens avec qui j'avais le contact, le seul avec qui j'avais le contact, c'était Jean-Pierre Dionnet. Et sa femme, Yannick Dionnet, qui s'occupait d'Hanana. Et puis, c'est à peu près tout. Il y avait une secrétaire très gentille. Les autres, je ne les connaissais pas bien. Et Druyet était très sympathique. Donc je venais, je posais mes dessins chez Jean-Pierre, sur son bureau, et puis je repartais. Enfin, en gros, je suis assez timide et je ne traîne pas tellement dans les rédactions, ce qui est un tort, mais enfin, bon, c'est comme ça. Alors, donc effectivement, oui, ça le changeait. Pour terminer, il m'a dit qu'en fait, il était en train de préparer une sorte de best-of, enfin, du meilleur de Métal, et qu'il a été obligé de choisir effectivement dans tous les grands dessinateurs qui ont parcouru Métal, mais qu'il y aurait du Nicole Claveloux. Ah bah c'est bien, surtout qu'il ressort Métal Hurlant, je crois. Ouais. J'ai entendu dire ça. Non. Alors il n'est plus du tout il est plus rédacteur, oui. Non, parce qu'il s'est fait même virer quelques années plus tard de Métal. Hein. Et donc je lui ai dit, mais alors comment tu perçois Nicole Claveloux? Il m'a dit, mais moi c'est une personne, alors il m'a dit, voilà, je vais le citer, il m'a dit, si elle avait été américaine, elle aurait été publiée sur les 5 continents. Voilà ce qu'il m'a dit. Hein. Donc il a gardé, je lui ai dit, mais tu n'as pas gardé le contact? Il m'a dit, non, je n'ai pas gardé le contact, mais par contre, voilà, tu la salues de ma part, et voilà, j'ai toujours été fan. Et voilà. J'ai regretté, je lui ai envoyé plusieurs fois des invitations pour des expositions, et comme il n'y a pas eu d'écho, j'étais persuadé qu'il m'en voulait. Parce que quand ils ont déposé leur bilan, il y a eu une manifestation menée par Chantal Montellier où je me suis laissé entraîner, qui est venu protester, réclamer, je ne sais pas quoi. Comme d'habitude. Oui, voilà. Moi, j'ai suivi comme une andouille et j'étais persuadé qu'il m'en voulait. Ben voilà, c'était un pur fantasme. Je peux confirmer que non. Bon. Vous faites partie des gens qui l'ont beaucoup marqué et voilà. Bon, très bien. Il était extrêmement gentil. J'étais surprise qu'il accepte ces bandes dessinées qui n'étaient pas du tout dans le ton. Alors il disait en rigolant que c'était du Marguerite Duras en BD. D'ailleurs, c'est-à-dire des récits qui sont évanescents, qui aboutissent à rien. D'ailleurs, on a souvent dit que
Nicole Clavelot, c'était un peu la Moebius au féminin. Oui, mais ça, je comprends pas très bien pourquoi, parce que je vois pas très bien le rapport. Enfin, ça fait rien, c'est très flatteur. Moi, je suis content, j'accepte. Hein. Je vais vous citer, là, vous avez dit un jour, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'art, c'est les images. Ah oui, 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 parce que je me laisse pas entraîner dans les discussions sur l'art, quelle est la place de l'art, quel est le rôle de l'art, qu'est-ce que l'art. Pour simplifier tout, je dis, moi, j'aime les images. Point terminé. Comme ça, d'abord ça classe, et puis c'est vrai en plus. C'est vrai, l'art contemporain m'emmerde totalement de A à Z. L'art conceptuel aussi, et les discussions sur l'art m'ennuient profondément. Et alors, ce qui m'horripile quand on parle d'art, c'est d'entendre parler d'avant-garde et d'arrière-garde. Ça me tape sur les nerfs, parce que on va où, là? Il n'y a pas de progrès dans l'art, il n'y a aucun progrès. La grotte Chauvet, c'est superbe. Et c'est au début de l'art. Voilà, et après, il n'y a pas eu mieux. Les Égyptiens et les Grecs, c'est pas mieux que la grotte Chauvet. Et le Moyen-Âge n'est pas mieux que les Égyptiens. Donc cette histoire de progrès dans l'art est imbécile. Et quand on parle d'avant-garde, c'est qu'on parle progrès. Et ça m'énerve aussi quand on parle révolution dans l'art. C'est pareil aussi. Et je sais qu'une fois, on m'a proposé une expo avec le titre, un titre. Il me semble que c'était la première expo des petits papiers, Jean-Marc. Il y avait le mot révolutionnaire ou je ne sais pas quoi dedans. J'ai refusé tout de suite. Je ne suis pas révolutionnaire du tout. Moi, je regarde les artistes du passé avec vénération, respect et tout. Donc, je ne suis pas totalement à l'aise là, dans mon époque maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe dans les écoles des beaux-arts. Mais d'après ce que je comprends, si, je sais ce qui se passe. Parce que quand j'étais aux Beaux-Arts à Saint-Étienne, on avait un professeur assez âgé que ma mère avait eu dans les années 20 comme jeune professeur et que j'ai eu moi comme vieux professeur, très désagréable, avec une blouse grise, très grincheux, qui passait entre les rangs en nous disant « Ah, vous croyez que vous allez être des artistes célèbres à Paris, vous allez faire des dessins pour le catalogue de Manu France !» Et donc ce vieux monsieur, par contre, nous faisait des cours de dessin et nous apprenait à dessiner justement, exactement. Alors il nous utilisait, on avait souvent des modèles qui étaient des plâtres antiques, dessiner au crayon, dessiner au fusain, dessiner un plâtre, un bronze ou un plâtre blanc, enfin voilà. Et après, au bout de 2 ans, on devait avoir des cours de peinture à l'huile. Et il était très habile en peinture à l'huile, ce monsieur. Il avait fait des expositions où j'étais allé le voir. Il faisait des petites natures mortes absolument superbes. Et je me réjouissais à l'idée de prendre des cours de peinture à l'huile. Ma mère ne pouvait pas m'aider parce qu'à son époque, en 1925, le cours de peinture à l'huile était réservé aux garçons. Bon, bref, je préfère en rire. Et alors, moi, je me réjouissais et paf, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite et est venu un jeune professeur, très moderne, très progressiste, qui ne nous a rien appris et qui nous disait « il n'y a rien à apprendre ». On est allé le voir, on lui a dit « mais enfin, la technique, il y a de la technique en peinture à l'huile ». Il nous a dit « la technique ». Ça l'a beaucoup fait rire. Et ce qui le faisait beaucoup rire aussi, c'est qu'on cherche à dessiner juste, comme nous avait appris l'autre professeur. Si on arrivait à croquer d'un seul, rapidement et bien, un modèle, il disait « non, mais c'est juste, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut pas trouver, il faut chercher. » Il faut chercher. Alors tout le monde cherchait et tout le monde faisait des dessins à la Giacometti avec des tas de traits. Et du reste, le directeur de l'école, M. Totel, disait, moi j'avais des échos puisque ma mère était professeure. Elle assistait aux conversations des profs. Et le directeur donc disait, mais monsieur Benoît, pourquoi est-ce que vos élèves dessinent tous avec des poignées de cheveux? Il cherchait. Voilà, donc il était dans ce qu'il y a actuellement très souvent. D'abord, on s'inspire surtout pas du passé, et puis on cherche son propre génie. Mais bon, moi, il me semble qu'une école, c'est pas fait pour enseigner les génies. Les génies se passent des écoles.
Enfin voilà, c'est bizarre. Si on parlait un peu de la Nicole stéphanoise, comment ça s'est passé, l'école des Beaux-Arts, ensuite la montée à Paris, etc. On peut savoir un peu plus. L'école des Beaux-Arts, je l'ai faite parce que j'ai raté 2 fois de suite mon bac. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais allé consulter une liste de métiers possibles. Je ne sais pas où je suis allé voir ça, je n'arrive pas à me rappeler. Et le seul qui me convenait, c'était fille de ferme. J'avais cherché contact avec les animaux. Donc je m'étais dit vétérinaire, je ne pourrais pas, il faut son bac, ou il faut des études. Ben, j'avais trouvé que ça, je me suis dit, oh non, quand même, je ne peux pas. Donc ma mère, qui était aux Beaux-Arts, et qui pensait, elle, dans sa naïveté, qu'un jour je prendrais sa suite, puis que je la quitterais jamais. Bon. Et donc elle m'a dit, viens aux Beaux-Arts. Voilà, donc c'est pas... Et puis j'aimais dessiner aussi. Enfin, c'est pas une vocation impérieuse, mais c'est aussi un peu... Il y avait beaucoup de gens qui étaient aux Beaux-Arts, d'élèves, à mon époque, qui avaient raté des examens aussi. Il y en avait qui étaient là et qui savaient dessiner, il y en a d'autres qui étaient vraiment complètement égarés, là, mais leurs parents ne savaient pas où les mettre. Et après, Après, j'ai fait la totale. Il y avait 4 ans, normalement. Et puis, au bout des 4 ans, on avait un diplôme qui s'appelait le CAFAS, certificat d'aptitude, je ne sais pas quoi, et qui ne servait à rien. Si on voulait être professeur, ce n'était pas ça qu'il fallait aller dans une autre école. Donc, je ne sais pas à quoi ça servait. Arrivé à Paris, personne ne connaissait le CAFAS. Et après, il y avait 2 ans encore, et on avait le diplôme supérieur des Beaux-Arts. Donc, j'ai tout fait, parce que j'avais peur d'aller à Paris. Ma mère ne voulait pas que je parte. Enfin bon. Donc, j'ai fait les 6 ans de Beaux-Arts. Le diplôme supérieur est également totalement inconnu à Paris, même aux Beaux-Arts de Paris. On ne sait même pas que les autres, aux Beaux-Arts de Paris, on ne sait même pas que les autres écoles des Beaux-Arts existent. Parce que j'avais un collègue en même temps que moi, Bernard Bonhomme, qui était parti 2 ans avant à Paris, et il avait dit, j'ai fait 4 ans aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, mais on le mettait en première année. 4 ans aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, ça ne compte pas. Enfin, voilà. Et puis, je suis allée à Paris parce que je me suis rendu compte, grâce à la revue Planète, ma mère s'était abonnée à Planète, elle avait fait beaucoup de choses en rapport, parce que ses élèves le lui disaient. Donc ses élèves lui ont dit, vous connaissez la revue Planète, madame, c'est très bien. Elle l'avait trouvé bien, elle s'était abonnée, et dedans, j'avais vu qu'il parlait des jeunes illustrateurs qu'ils avaient fait travailler. Donc là, ça m'a trotté dans la tête, et je suis allée les voir en premier. J'ai d'abord fait des dessins à la manière de Planète, des dessins à la plume, un peu fantastiques, puis ça me plaisait beaucoup. Donc quand j'ai vu qu'on pouvait travailler avec des revues, je me suis dit, là, c'est plus facile, c'est plus aisé. Parce que les éditeurs, pour les contacter, c'est pas si facile que ça. Mettre un livre en train, ça coûte de l'argent, du temps. Les éditeurs ne se précipitent pas comme ça, du moins à cette époque. Tandis que les revues sont d'un accès beaucoup plus facile. Ça leur demande pas beaucoup d'efforts de publier une fois dans leur revue ou une illustration. Donc j'ai commencé par Planète, après je suis allé voir Marie-France, je ne sais même pas si ça existe encore. Hein, bon, voilà. Et là j'ai j'ai illustré un conte, et un éditeur, François-Rue Vidal, qui était le représentant des éditions Quist en France, et qui cherchait partout des jeunes illustrateurs, a vu ce dessin et m'a contacté. Et là, à ce moment-là, ça a marché tout seul. Autrement, avant, j'avais fait un dossier à Saint-Étienne avec quelques illustrations. J'avais illustré Malpertuis de Jean Ray, je ne sais plus quelles autres choses. Et j'allais montrer mon dossier. J'allais à la poste, parce que l'hôtel où j'étais n'avait pas de téléphone. Donc j'allais à la poste de la rue de Rennes et j'appelais le directeur artistique. Voilà, j'ai eu des refus. Hein. J'aurais voulu travailler avec la revue Fiction, mais ils m'ont dit non, on a déjà beaucoup de gens. Oui, mais j'aimerais vous montrer mon dossier. Non, il n'y a rien eu à faire. Et l'arrivée à Okapi, alors ? Comment ? Ça s'est fait quelques années après. Je ne sais pas bien comment. Je crois que c'est une amie, France Doranchin, qui travaillait à Okapi et qui a donné mon nom au rédacteur Denis Prache. Voilà. Qui est venu me trouver en me demandant une page de bande dessinée. Et la première me l'a fait recommencer parce que c'était le début de Grabotte. Après, ça roule tout seul après.
moi, dans mes souvenirs, donc je citais Métal, mais Grabotte forcément, puisque elle n'est pas loin, Annie. Et donc, elle avait une librairie qui s'appelait La Grabotte. Donc, les gens devaient se demander ce que c'était. En plus, il y a une faute d'orthographe. Non, on l'écrit pas pareil. C'est tout. Avec 2 T ou un T? Oui. Oui. Moi, je l'écris avec un T, mais je ne sais pas quelle est la bonne orthographe. Et toi, Moi non plus. c'était avec 2. Moi, c'était avec 2. Ben, il y a un dictionnaire de parler gaga. Oui. Et puis, il y a un élève des Beaux-Arts de Saint-Étienne, mais qui est mort depuis, Maurice Garnier, qui avait fait comme livre de fin d'études un livre sur le parler gaga. Je Je sais pas, je me disais qu'il y avait peut-être des gens dans l'assistance qui avaient des questions à poser, non? sais pas. Je ne peux pas faire un monologue. Hein. Oui. Parfait. À votre gauche, Nicole. Oui, bonjour. Je vais retranscrire. Oui. Vous entendez, vous? Oui, oui, très bien. Euh, Encore? J'ai des écouteurs pourtant. Hein. Allez-y. Enlève le masque. Le masque. Voilà. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux écoles d'art. Ça me parle beaucoup parce que en fait, je suis étudiante actuellement à l'école d'art et design de Saint-Étienne. Et c'est vrai qu'on n'a plus du tout la même relation avec le dessin aujourd'hui. Je me souviens qu'en première année, notre professeur de dessin nous disait qu'il avait été embauché justement parce que le niveau de dessin baissait dans l'école. Et c'est toujours difficile de présenter aux professeurs des illustrations également. C'est souvent très mal vu en fait dans l'école de faire de l'illustration même. Ah bon, alors ce qui est bizarre, c'est que maintenant, il y a des cours d'illustration dans des écoles des beaux-arts. Alors peut-être pas toutes, il y a aussi des cours sur la bande dessinée. Et à l'époque où j'y étais, on ne parlait pas du tout d'illustration. Le seul cours où on pouvait s'en approcher, ça s'appelait décoration. Et alors on faisait par exemple une affiche ou une couverture de magazine. Il n'y avait pas mieux. Donc c'est bizarre que l'illustration soit mal vue. Alors ça dépend des professeurs, peut-être. Je pense que c'est en train de changer, mais c'est vrai que souvent on nous dit même ne faites pas d'illustration dans les cours. Mais dans quel cours de dessin? En fait, je pense que c'est aussi dû au fait que je suis en option design. Parce qu'en fait, maintenant, dans l'école, il y a 2 options. Il y a l'option art et l'option design. D'ailleurs, c'est ça. L'autre, c'est quoi la seconde? C'est pardon. art et design. Ah oui. Et dans la option art, on vous dit ne faites pas d'illustration? Je sais pas, parce qu'en fait, je suis en option design. Ben, c'est un peu... Ben oui, c'est utilisé par pas mal de gens comme quelque chose de péjoratif. Je me rappelle d'avoir entendu des amis dire oh, c'est de l'illustre. Alors, ce qui est le pire, celui qui fait de l'illustration, celui ou celle qui fait de l'illustration, c'est quand même un art au rabais. Et alors, le pire, c'est celui qui veut faire de la peinture en étant illustrateur. Parce qu'alors, celui, alors là, il veut absolument péter plus haut que son cul, il veut on me l'a dit en face. On m'a dit ah oui, les illustrateurs qui veulent faire de la peinture, ils veulent monter en grade, quoi. C'est marrant, ça persiste encore, ça m'étonne. Et ben, ça a la vie dure. Et je voulais vous demander, du coup, qu'est-ce que vous conseillerez à un débutant? À quoi? À qui? Quel conseil vous donneriez à un débutant? À un étudiant? Non, un débutant. Un débutant. Ah ben je sais pas. Moi je raconte comment ça s'est passé pour moi, mais je saurais pas conseiller. Je sais pas comment c'est maintenant. Hein. Moi, les débuts que j'ai racontés là tout à l'heure, ça datait des années 60. Alors il a coulé de l'eau sous le pont depuis. Donc je sais pas du tout. Moi j'avais l'impression que c'était très facile maintenant, que toutes les écoles des beaux-arts enseignaient l'illustration, la bande dessinée, donnaient des conseils pour faire des dossiers, avoir des rendez-vous. Il y a des écoles qui le font. Hein. Il y a une école qui le fait, on vous apprend à préparer. Ben ça dépend peut-être de la direction de l'école, des profs. Oui, bien sûr. Beaucoup des spécialités en fait maintenant. Oui, ah oui.
Oui, c'est vrai que c'était à Strasbourg où Claude Lapointe, qui est un illustrateur, était professeur, qui avait beaucoup de... On parlait de l'illustration, oui. Ben, je sais pas, ils veulent former des artistes avec un grand A et pas des illustrateurs avec un petit I. Après, je parle de ça alors que je suis en option design, je ne suis pas forcément en option art, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on nous encourage vraiment à faire, en fait. Et qu'il faut vraiment... et même, je pense qu'il faut être très talentueux pour oser présenter de l'illustration à des bilans, parce que c'est pas évident, en fait, à défendre, surtout quand on est étudiant en design ou bien en art même. Il faut trouver les gens qui apprécient ce que vous faites, c'est tout. Parce que même les gens qui sont arrivés actuellement, moi je vais souvent sur Internet regarder les bandes dessinées que je prends à la bibliothèque ou que je connais, et je regarde les observations, les commentaires. Ça va du « c'est affreux » à du « c'est très beau, c'est très réussi ». C'est comme pour les films. On se moque de moi parce que je commence par regarder les commentaires négatifs d'un film que j'ai aimé ou pas aimé, peu importe. Et les commentaires négatifs du genre « c'est une daube, c'est une bouse », etc. Et je remonte, et en haut je vois « merveilleux, extraordinaire », enfin bon. Donc, c'est tellement... quelquefois, je n'ai pas compris pourquoi on avait apprécié un de mes dessins. Hein, je ne sais toujours pas. Et je ne me rends pas compte. Là, ce que vous disiez de Jean-Pierre Dionnet, ça me surprend, ça me fait plaisir, mais ça me surprend. Voilà. Je ne peux pas donner des conseils plus précis. Merci. D'autres questions? Alors, c'est juste pour faire un petit complément, mais vous disiez, Nicole, que pour que ça fonctionne pour vous, vous aviez d'abord publié dans des revues. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les revues ont disparu et que pour des jeunes comme cette jeune fille, on ne trouve plus de place dans les revues. Oui. Et c'est pour ça que je prends un peu de micro, je suis aussi éditeur et aujourd'hui, c'est les petits éditeurs qui publient les jeunes auteurs et qui les font grandir dans les petites structures. Donc voilà, si j'ai un conseil à lui donner, c'est des petits éditeurs, oui. Il faut aller vers des petits éditeurs. Et puis, on voit aussi qu'il y a des grands petits éditeurs comme Cornelius qui publient de grands auteurs comme vous, et c'est un vrai plaisir. Mais moi, je le dois à des petits éditeurs aussi, parce que... Arlene Quist, c'était un peu spécial. Hein. C'était spécial, ce duo, parce que François-Henri Vidal était son représentant. Il avait trouvé le dessin de Marie-France très beau. Il l'avait montré à Quist, qui avait dit que ça lui plaisait pas du tout, que c'était pas professionnel. Voilà. Et comme François-Henri Vidal avait écrit un texte, il me l'a fait illustrer. Le livre a eu un prix du New York Times, ou je sais pas quoi. Je juge mes dessins affreux. Je les ai jugés affreux à l'époque, dans l'ensemble. Mais enfin bon, il a eu un prix. Et c'était pas un gros éditeur quand même. Évidemment, il y avait le prestige parce qu'il était américain, mais il n'avait pas énormément de dollars à sa disposition. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu Christian Bruel, c'était pas un éditeur très riche. Et j'ai rarement eu des propositions de... si à un moment, Gallimard s'est mis en tête de faire des livres d'enfants. Donc là, effectivement, mais j'étais déjà un petit peu dans le bain. Oui, bien sûr, les petits éditeurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis surtout, les revues aussi, même Okapi. Okapi, il a viré au moment, un peu avant que je le quitte, parce qu'il voulait des photos. Ils ont fait des enquêtes chez les jeunes, et les jeunes, ils trouvaient qu'ils ne voulaient pas avoir l'air de petits. Et ils ont décidé que les dessins, c'était pour les petits, et que les photos, c'était pour les grands. Donc Okapi s'était mis à mettre des photos pour pas avoir l'air d'un magazine de petits et pour plaire à ses jeunes lecteurs. Donc il y avait de moins en moins de dessins. Il reste la bande dessinée. Et là, au rythme où elles sortent chaque année, il y a un refuge pour les dessinateurs. Et toutes sortes de dessins, de toutes sortes, c'est très varié. Des séries... Avec des séries. Des séries, oui. Ouais.
Enfin, je ne sais pas, parce que je ne suis pas vraiment dans le bain. Moi. Mes dernières bandes dessinées, elles datent de Métal Hurlant, donc depuis, j'en ai pas fait, donc je ne sais pas comment ça se passe. Pas bien. Pas bien. Ben oui, je sais, puis les auteurs ne trouvent pas... les éditeurs ont beaucoup publié, et puis maintenant, ils réduisent un peu, et donc il y a des quantités d'auteurs qui se trouvent sur le bord de la route. Avec à peu près 5000 titres quand même à l'année. Hein. C'est énorme, Ouais. c'est énorme. C'est 15 BD par jour. Mais je me rappelle, ils protestaient à Angoulême, quand j'y étais il y a 2 ans. Là. Ils protestaient, les auteurs. Ils manifestaient. Il y a une question. Jonathan, là-bas. Merci. Non, oui, je voulais revenir pour répondre à la personne étudiante aussi sur ce que tu dis, Gérard, qu'effectivement, il y a 5000 BD qui sortent par an aujourd'hui. Et à l'époque où vous publiez, Nicole, à la fin des années 70 et 80, il y en avait 50 ou 80 par an. Donc c'est aussi c'était beaucoup plus facile d'être visible. Pour un jeune artiste aujourd'hui, il y a une complexité. Et donc effectivement, aller vers les petits éditeurs ou des revues, mais voilà, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui ont envie de publier des livres. La bande dessinée, oui, mais il reste le livre d'enfants quand même, qui se porte assez bien. Si j'en juge avec le Salon de Montreuil, alors là, il y a beaucoup d'éditeurs de livres d'enfants et pas mal de dessinateurs. Oui. Donc, évidemment, c'est limité aussi, mais... il y a beaucoup d'illustrateurs dans le livre jeunesse, mais il y a très peu de bons textes. C'est-à-dire qu'on reprend l'illustration des contes parce qu'on n'a pas de texte intéressant quand même. Hein. Oui, c'est dommage ça. Oui. Ben oui, mais que faire? Payer mieux les scénaristes. Hein? Payer mieux les scénaristes. Non, pas forcément, mais il y a moins de bonnes histoires. C'est vrai. Faut faire des livres sans scénario, sur une idée, comme a fait Christian Bruel pour le Sourire qui mord. Il avait une idée, Crapouignerie, Des hauts et des bas, voilà, tout ça, il a eu l'idée sans écrire forcément un texte. Et puis il n'y a plus beaucoup de jeunes éditeurs non plus. Enfin, c'est dur pour eux aussi, c'est dur pour tout le monde. Et jamais, si Hachette m'a proposé, mais alors longtemps après, hein, dans les années 90, m'a proposé du travail, mais pas... Si quand même des dessinateurs, si Grasset. Mais ça dépend de la personne qui est là, qui est la directrice. Là, Grasset, m'y suis introduit parce que François-Henri Vidal y a trouvé un poste. Voilà, donc... que dire? J'avais une autre chose. Je trouve qu'il y a aussi plein de petits éditeurs qui publient aujourd'hui, mais des tout petits tirages à 500, 1000 exemplaires, et c'est souvent des bonnes choses pour commencer. Après, j'avais une autre question, plus sur Saint-Étienne et votre parcours. On a une très vieille association à Saint-Étienne qui s'appelle la Société des Arts du Forez, qui a accueilli longtemps, et qui existe depuis le début du XXe siècle, et qui a accueilli longtemps des anciens élèves de l'école des Beaux-Arts, et qui existe encore, auquel il y a diverses personnes qui diffusent de la bande dessinée et de l'art. Est-ce que vous avez connu ça, cette association? Non, je ne savais pas que ça existait. D'accord, merci. Mais c'est bien. Alors moi, c'est plus une question par rapport à là où vous vivez. C'est plus une question par rapport à là où vous vivez actuellement. Est-ce que ça concerne la transmission? Et est-ce que vous transmettez, par exemple, vos techniques de dessin, etc., aux enfants, là où vous vivez? Enfin, non. Mais je suis très mauvais professeur. Non. On ne me l'a pas demandé et je ne l'ai pas proposé. Bonsoir, c'est juste une toute petite question de curiosité. Je voulais juste savoir qu'étaient vos lectures favorites en BD de tout temps, ou maintenant, récemment. Quand j'étais petite? Ou maintenant. Maintenant, je me farcis beaucoup de bandes dessinées.
Comment ça, farci? Oui, oui. Ben oui, on les prend par kilo entier à la bibliothèque. Au point, oui. Oui, parce que je les connais pas. Il y en a tellement qui sont sortis. Mais je lisais pas beaucoup de bandes dessinées quand j'étais. Je prenais les albums Fillette dans lesquels il y avait des bandes dessinées comme Durgarani, Reine des jungles, Pauvre Agi, je sais plus tout ce qu'il y avait. Pauvre Agi, oui, ça rappelle des souvenirs. Et puis, j'ai lu les Tintins à 30 ans. Donc, j'ai pas une culture de bande dessinée très, très solide. Mais je continue, hein, je persiste. Mais vous avez des auteurs fétiches aujourd'hui ou favoris Dans la bande dessinée, non, oui. En général. Dans la bande dessinée, beaucoup, il y en a beaucoup. Hein, j'aime beaucoup. Je suis admiratrice de Mébius, bien sûr, admiratrice de qui encore? Enfin, plein. J'ai des petits problèmes de mémoire. Il ne faut pas me demander trop de... Ah oui, il y a une bande dessinée qui m'a beaucoup plu il y a quelque temps. Je ne sais pas quel est l'éditeur. Ça s'appelle Le Dieu Vagabond, d'un certain Fabrizio Dori. Et c'est extraordinaire. C'est très, très bien. Et puis, il y a une autre bande dessinée qui m'a bien plu. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dans votre magasin, mais si vous l'avez, je la veux. C'est la suite de Valérian Lorline. Il y a eu des suites après les dessins de Mézières. D'autres dessinateurs ont continué. Et il y en a une qui est très drôle, qui s'appelle shinguzloose.com. Celle-ci m'a fait hurler de rire. Oui. Je sais que l'Arsenaire a pris... Non, pas ça, pas lui. C'est pas bien lui, ce qu'il a fait. Enfin, ce qu'il a fait là, c'est pas bien. D'accord. D'autres questions? S'il y a un auteur que nous aimons bien, c'est Jean Ray. Je suis grande lectrice et j'aime bien les histoires fantastiques. Alors, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai lu tout Lovecraft, que j'écoutais en écoutant de la musique d'orgue. Enfin, c'était très... Et maintenant, c'est Jean Ray. Voilà. Enfin, depuis longtemps, il n'a pas changé, il a toujours sa place. Si vous aimez Lovecraft, vous avez vu les illustrations d'Alberto Breccia? J'ai vu Lovecraft illustré, très très beau, mais je crois que c'était un japonais. Non, ce n'était pas Breccia, c'était un japonais que j'ai vu, dont j'ai vu. Ah ben, je regarderai alors. Ben, c'est un Argentin, quelque chose comme ça. Oui, j'ai des albums de lui. Oui, c'est beau, très beau ce qu'il fait. Mais ce que j'ai vu était très différent. Bonsoir. Donc, je voulais, moi, demander, je suis là. Elle est au fond complètement. Merci déjà de venir. Et j'avais justement la question sur vos préférences, justement, dans toutes les techniques que vous utilisez en illustration. S'il y en a une que vous appréciez particulièrement, qui vous parle particulièrement quand vous la faites, est-ce qu'aujourd'hui, vous pratiquez le plus, du coup? La technique, ça dépend quelles illustrations. Ça dépend quel livre. Il faudrait citer un livre ou de l'autre côté du miroir, par exemple. Par exemple, oui. Il y a un petit peu de tout. Il y a du trait à la plume, il y a un peu d'aquarelle. Je crois que c'est à peu près tout. Et ce que vous préférez, vous, faire entre les peintures? J'aime bien mélanger. J'aime bien mélanger, ou selon le livre, faire que du noir et blanc, ou bien faire un peu de peinture à l'huile, ou faire de la gouache. Ça dépend des époques. La gouache, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des portraits avec de la gouache. Maintenant, je m'en sers moins. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous faites le plus maintenant? Maintenant, j'ai fait pas mal de petites peintures à l'huile, mais là maintenant je me relance dans la bande dessinée. Non. Si. J'ai pas dit mon dernier mot. D'autres questions? Non. Récidiviste, un multirécidiviste. Ah oui, on parlait d'influence tout à l'heure, et je me posais la question parce que quand je vois vos dessins,
Je vois parfois des choses qui me font penser à Calvo, qui me font penser à Walt Disney, qui me font penser à Benjamin Rabier. Benjamin Rabier, je l'adore. Voilà. Et il y a des compositions, il y a des choses qui font penser. C'est du bah Nicole oui. Clavelou pur jus, il y a aucun doute. Mais je veux dire, quelles sont les influences que tu reconnais dans les auteurs de bande dessinée peut-être, ou dans les illustrateurs? Ben non, justement, les bandes dessinées que je lisais quand j'étais petite, je les copie pas tellement, je m'en inspire pas tellement. Durgrani, non, Powagi non plus, Oscar le Petit Canard, je l'aimais bien, mais bon, je m'en inspire pas. Non, j'ai voulu d'abord, puisque dans les dessins pour Planète, des dessins fantastiques, moi j'étais fan de Gustave Doré. Et j'avais à la maison Les Contes Drôlatiques, qui est vraiment quelque chose de le plus intéressant de Gustave Doré, parce qu'il a également fait des illustrations extrêmement solennelles, extrêmement, alors j'emploie un mot avec des tas de guillemets, académiques, la Bible et autres, mais par contre, Les Contes Drôlatiques, il y a sa veine satirique, parce qu'il a fait des véritables bandes dessinées, Gustave Doré, au début, hein. Enfin, bande dessinée à l'ancienne, avec un texte en dessous. Et donc, ça m'a... Pour les histoires fantastiques, c'était à lui que je me référais. Ce qui était un peu idiot, parce que ce que je voyais, c'était des gravures, et moi, je faisais à la plume, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, j'avais aussi des admirations pour les peintres, en particulier pour Jérôme Bosch. Et puis, alors, pour un dessinateur que le hasard a mis sous mes yeux, et qui n'est pas très connu, qui s'appelle Ken Nielsen, qui est un dessinateur danois des années 20-30, qui a fait 2 illustrations. Il se trouve que ma mère les avait découpées dans une revue et qu'elles sont encadrées chez moi, vénérées, parce que c'était des contes de fées extrêmement sophistiqués, précieux, faits avec de l'aquarelle. Ça, c'était mes admirations. Et puis, mais Calvo, je le connaissais pas, je l'ai connu très très tard. Walt Disney, évidemment, je connaissais, oui. Mais bon, pas l'impression de m'être trop inspiré, à part pour le truc comique, pour les personnages comiques, mais c'est quand même assez bien fait. Ce qui est fantastique, c'est qu'on pourrait on pourrait se demander si Crumb ne s'est pas inspiré de toi aussi par moment, ou si tu l'as... Voilà. Ah non, il y a vraiment plein de... Je trouve que tu as un style qui est unique et qui fait penser à plein d'autres, plein d'auteurs. Donc oui, c'est intéressant. Mais quand même, j'ai pas pu copier sur lui parce que alors là, je l'ai connu vraiment tard. Et non, puis mes dessins sont pas aussi agressifs que les siens. Moins noirs. Oui, moins noirs. Ouais. J'arrive pas à faire du vraiment noir. Non, je sais pas. Les influences, il y en a des tas. Dans les illustrateurs, Benjamin Rabier, j'aime beaucoup. Ouais. Plus que Calvo. Mais je retiens que parfois, 2 petits dessins découpés dans une revue peuvent marquer durablement. Oui. Oui, j'aurais voulu savoir si vous avez déjà été sollicité pour faire des films d'animation. Non, pas encore. Non. Et vous auriez aimé peut-être être... Je vois pas très bien ce que je pourrais faire dedans, à part dessiner un personnage. Mais après, dans la technique, j'y connais rien. Je crois qu'il y a un moment, j'ai été en contact avec une équipe de dessinateurs. Donc, ils devaient sans doute faire d'après des dessins à moi, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Ça va me revenir, mais je sais pas. Ça devait être une bande dessinée qui devait vouloir adapter, mais ils n'ont pas dû le faire parce que j'ai eu aucune nouvelle depuis. À moins qu'ils aient vendu ça partout dans le monde et qu'ils roulent en Rolls. Je crois pas. Oui, bonsoir. Je veux simplement savoir si vous avez une influence cinématographique, s'il y a des cinéastes qui vous ont influencé. Alors, je pense à l'univers Tim Burton, qui lui-même était dessinateur chez Walt Disney. Et ils l'ont viré parce que ses dessins faisaient peur aux enfants.
Oui, Donc, oui, oui. j'aimerais savoir si vous avez une influence. Oui, mais je l'ai connu tard. Je ne crois pas qu'il m'ait influencé. J'aime beaucoup C'est une question, c'est juste une question. J'aime bien ce qu'il fait, mais non, des influences cinématographiques. Parce que quand je regarde certains de vos tableaux, ça me fait penser à Tim Burton. Surtout les 5 sens. Ah oui, ah bah c'est... Oui, enfin, c'est personnel, hein. Oui, oui. Dès que j'ai vu vos tableaux, ça me fait penser à l'univers de Tim Burton. Oui. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, c'est quelqu'un Oui, de spécial. Parce qu'on doit aimer... Enfin, j'aime aussi les univers un peu étranges et un peu... pas trop effrayants, un petit peu seulement, quoi. C'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, oui, oui. Merci. Bonsoir. Moi, je me demande si ça vous arrive d'avoir l'angoisse de la page blanche et si oui, comment vous la surmontez. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Comment? Mais qu'est-ce que vous avez des oreilles, vous? Alors quoi? L'angoisse de la page blanche, comment vous la surmontez? Oh, ben alors très facilement, l'angoisse de la page blanche, elle dure pas longtemps. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se mettre devant une page blanche. Et je crois même avoir entendu dire qu'il y a des profs de dessin, peut-être dans des lycées, peut-être dans des beaux-arts, qui justement refusent qu'on se laisse influencer et demandent qu'on trouve son propre génie comme ça, dans le vide, dans le blanc. Alors moi je crois qu'on trouve rien dans le vide. Et pour avoir des idées, c'est un peu par association d'idées. C'est-à-dire que je prends un livre, pas l'annuaire des chemins de fer bien sûr, mais enfin un livre illustré, un dictionnaire, où je regarde des images sur Internet, et ça fait jaillir des idées. C'est pas une copie, c'est comme les associations d'idées chez les psys. Voilà. Et ça marche très bien. Moi, je vous invite à passer demain à la fête du livre si vous avez l'occasion. Nicole sera présente.